Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la richesse et de son pouvoir. Quelle que la richesse? Nous avons Dr Dra Yao Mawena, que vous connaissez bien. Il est pasteur et en plus, il est consultant en ressources humaines. Il va nous dire ce que c'est qu'une richesse. Quel est le pouvoir de la richesse? Quels sont les différents types de richesses qu'on peut dénombrer dans la vie d'un individu, dans une société? Est-ce que la richesse, c'est une fin en soi? Quel état d'esprit faut-il avoir dans la vie pour s'attirer de la richesse? Il est là. Pasteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Condon. Vous êtes dans Idée. Oui, toujours avec plaisir pour partager ce thème avec vous, avec nos téléspectateurs, que je tiens à remercier ici pour leur encouragement. Je pense que c'est une bonne expérience qu'on a ensemble. Merci beaucoup. Et chaque fois qu'on parle de la richesse, notre attention va tout de suite sur la richesse matérielle. Or, conformément à la complexité de l'homme, la richesse aussi est complexe de la sorte. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? L'homme est un corps, esprit, âme, cœur, ainsi de suite. La notion de la richesse va aller de pair. En d'autres termes, si mon corps est en une très bonne santé, on dira que j'ai la richesse physique. Si mon mental a acquis beaucoup de cognitifs ou bien beaucoup de connaissances, on dira que j'ai la richesse mentale. Si je suis en parfaite harmonie avec mon Dieu, une bonne relation avec Dieu, on dira que j'ai la richesse spirituelle. Et dans mon cœur, si j'ai l'empathie, ma vie sociale est en bonne santé ou bien j'ai une bonne relation avec les gens qui m'entourent, on dira que j'ai la richesse sociale. Et pour finir, il y a une forme de richesse que je peux appeler par l'influence que j'ai dans ma société. Quelle est cette influence, quel est cet impact que j'ai dans la société dans laquelle je vis? C'est une forme de richesse aussi que je vais appeler tout juste l'influence de l'individu. Selon vous, on peut avoir plusieurs formes et plusieurs types de richesses, n'est-ce pas? Oui. Et ceux qui réduisent la richesse à la matière et aux finances seulement? La richesse matérielle est une forme de richesse. Et vous savez que l'homme a tendance à beaucoup plus penser à ses besoins. Comment faire pour trouver la solution aux besoins matériels? Et ceci étant, chaque fois que j'ai les moyens pour avoir un besoin matériel, je dis que je l'acquiers. Par quoi? Par l'argent. Et ce raisonnement va et revient à telle enseigne que nous pensons aujourd'hui que la richesse matérielle est l'unique richesse qu'on peut avoir. Mais en fait, il y a plusieurs types de richesses. Voilà même pourquoi cette émission m'a beaucoup plu. Et je pense qu'avant la fin de cette émission, nous allons découvrir le lien entre ces richesses-là et comment faire pour éviter cette confusion. En quoi l'on peut estimer la richesse physique comme une richesse? Pour moi, quand vous avez la bonne santé, tout est possible pour vous. Vous pouvez courir derrière la richesse matérielle, mais quand vous vous levez, vous ne vous portez pas bien. Vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations. Vous ne pouvez rien faire. À un moment, la richesse matérielle que vous avez acquise va commencer par chuter. Et de deux, quand vous êtes malade tout le temps,
l'argent que vous dépensez en pharmacie. C'est-à-dire que le manque de richesse physique vous fait dépenser la richesse matérielle. Et si ça continue, même la richesse matérielle peut fuir loin de vous. Est-ce que c'est un... Oui? Voilà justement pourquoi nous devons tout faire pour garder la richesse physique, c'est-à-dire la bonne santé. Est-ce que c'est en cela qu'on dit que la santé est un trésor? Et je pense que l'auteur de cette réflexion a parfaitement raison. En d'autres termes, il est en train de dire que la richesse matérielle, ou bien la richesse physique est même un trésor ou bien une richesse matérielle. La richesse physique est même une richesse matérielle. Parce que quoi? Ça vous fait gagner en argent, ça vous fait gagner en matériel. En quoi la richesse mentale est une richesse? Vous savez, même pour avoir la richesse matérielle, le tout part d'une idée. Et l'idée est conçue dans le mental. Si vous ne réfléchissez pas bien, vous ne pourrez jamais mûrir votre idée. Et avant de pouvoir réfléchir bien, qu'est-ce que vous avez accumulé dans la mémoire de votre mental? Alors, tout le cognitif, les livres lus, les connaissances académiques, les conseils des uns et des autres, tout ça là est dans votre mental et ça vous aide à avoir un bon concept. Et un bon concept devient une très belle vision que vous mettez dans votre imagination. Et cette belle vision-là est conçue sous forme de projet et que vous planifiez et qui peut ou ne pas produire de la richesse matérielle. Est-ce qu'on peut dire que celui qui n'a pas la richesse mentale est pauvre mentalement? Et il y a des gens qui le sont, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien et ils ne veulent même pas connaître. Ils se basent sur ce qu'ils ont, alors que le point de départ de la sagesse, c'est-à-dire l'utilisation que tu fais de la connaissance. Et s'il n'y a pas la connaissance là-bas, comment tu peux en faire une bonne utilisation? Donc pour moi, la connaissance est la plus grande richesse qu'un individu doit avoir. Et chaque fois que je vais aborder un domaine dans ma vie, la première chose, je veux d'abord connaître dans ce domaine-là. Si mes capacités intellectuelles ne m'ont pas permis de l'apprendre sur les bancs, je vais lire beaucoup de livres, je vais prendre beaucoup de conseils, je vais augmenter mon cognitif dans ce domaine-là avant de me hasarder dedans. Sinon, le tout serait un échec. Le tout serait un échec. Est-ce qu'on peut conclure par rapport à vos explications que celui qui est pauvre mentalement est toujours dépendant de ceux qui sont riches mentalement? Et la vie est faite de la sorte. Ce que j'ai constaté, à chaque niveau de la vie, vous avez 3 types d'individus qui doivent vous entourer. La première gamme, c'est ce que vous regardez en haut, c'est-à-dire quand vous levez les yeux. C'est-à-dire, les gens là, je les appelle tout juste vos mentors, vos pères spirituels, d'autres diront. Vous apprenez d'eux, vous recevez d'eux. Ça peut être à côté de toi, ça peut être très loin de toi. Il y a beaucoup de manières d'apprendre aujourd'hui dans le livre ou bien dans les livres de l'individu, dans les communications numériques, ou bien la personne est à côté de toi et pour vous référer à lui tout le temps. Deuxième catégorie de personnes que vous devez avoir, les gens qui sont égaux à toi. Et ces gens-là, très souvent, c'est vos amis. Le faire aiguise le faire après tout. Vous confrontez vos idées, vous réussissez ensemble, vous causez ensemble, vous mangez ensemble des fois.
Et puis la troisième catégorie de personnes qui aussi te regardent toi pour être avec toi. C'est des gens qui sont inférieurs à toi, que toi aussi tu aides. En d'autres termes, ils te regardent élevé. Ils veulent recevoir de toi, ils veulent apprendre de toi. Pour me résumer, je dirais que vous avez trois catégories de personnes. Les gens que vous regardez en haut, vous apprenez d'eux. Les leçons de vie viennent d'eux. Et vous vous efforcez pour être un jour comme eux. En d'autres termes, c'est votre référence ou bien c'est vos références. Deux, les gens que vous regardez égal à égal. Et en troisième position, les gens que vous regardez en bas. En quoi peut-on traduire la richesse spirituelle? La richesse spirituelle, c'est la relation que vous avez avec votre Dieu, votre Créateur, l'harmonie que vous avez avec ce Dieu. L'homme a un besoin. L'esprit de l'homme veut relater avec son Créateur. Il y a des gens qui développent une très bonne relation en développant leur spiritualité. Il y a des gens qui développent que le mental, c'est-à-dire que comment vais-je faire pour que ce mental-là se transforme en argent. Et en matière de spiritualité, en matière de relation avec le Créateur, ils sont nuls. Or, des fois dans la vie, vous acquérez tous ces biens-là et puis vous sentez un vide. Vous avez besoin de quelque chose à adorer. Vous avez besoin de quelque chose qui, du fond de vous, vous réconforte. Et c'est là où le besoin d'avoir un Dieu à adorer devient une nécessité dans la vie de ces individus-là. Nul ne peut vivre sans adorer un Dieu. Même les athées adorent d'une manière ou d'une autre leur Dieu. En tant que consultant en ressources humaines, Ouais. lors de vos contacts avec les différents groupes sociaux, est-ce que vous leur parlez de cette richesse spirituelle? La première question qu'un individu doit se poser, qui suis-je? En d'autres termes, quel est le don et le talent que j'ai en moi? Quelles sont mes facultés? Qu'est-ce que j'ai et que les autres n'ont pas? Et la deuxième question, sur les 5 questions, j'ai dit, quelle est ma source? Ceux qui ne découvrent pas la source de leur don ne découvrent pas tout de suite l'objectif, le propos de ce don-là. Et puis, ils ne vont nulle part avec ce don. Ils ne savent pas où aller avec le don. Donc, deuxième question que je dois me poser, quelle est ma source? D'où est-ce que je viens? Alors, quand je commence par me poser cette question, je me réfère tout de suite à un créateur. Je ne suis pas un hasard dans le monde. Et moi, j'ai tout juste compris que je ne viens pas nécessairement d'un homme ou bien de ma mère, mais je viens d'un créateur. Est-ce que mon père n'a pas pu faire ce que ma mère n'a pas pu faire? Le créateur dit, tout est possible. Donc je ne vais pas me limiter conformément à comment, ou bien je ne veux pas vivre conformément à eux, leurs limites, mais avec mon Créateur, je suis illimité. C'est illimité. Voilà. La richesse sociale, comment peut-on la traduire? La richesse sociale, ça rentre un peu dans un des objectifs ou bien un des éléments du cœur. L'empathie, par exemple, ma relation avec les autres, la synergie, comment collaborer avec les autres pour atteindre un bon résultat. Donc, déjà, troisième chose, le sacrifice. Une partie vient du cœur, peut-être une partie vient de l'esprit. Bon, laissez ce côté-là à l'esprit. Mais parlons de l'empathie qui vient du cœur. Deuxième chose qui vient du cœur, c'est la synergie. Comment collaborer avec les autres. À telle enseigne que socialement, tout le monde me trouve agréable. Et une des choses que je ne prends pas du cœur, mais que je prends
de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice qui vient de mon esprit, ajouté au cœur, ça fait de moi un philanthrope. La générosité, mourir même pour la cause des autres, faire tout pour aider les gens qui ont besoin de moi. Et c'est ce type de gens-là qui influencent le social. Les gens les aiment, le peuple les aime, la population les aime, leur entourage les aime. Pourquoi? Ils pensent à eux. Pas nécessairement avec le matériel, mais ils se soucient d'eux dans son comportement. Le fait de dire bonjour à quelqu'un, peut-être tu es dans la voiture, tu baisses tes vitres dans le quartier, tu dis bonjour, bonjour. Qu'est-ce que ça te coûte? Mais combien de gens le font? Ils vont tout droit devant eux. Ils ne se soucient même pas des autres. Il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. À cause de quoi? La richesse matérielle te fait perdre la richesse sociale et la richesse spirituelle. Dernier type de richesse, la richesse d'influence. En quoi elle se manifeste? L'influence, c'est l'impact que vous avez dans la société, dans votre domaine. Je prends quelqu'un qui est riche matériellement et qui a nourri tout un quartier. Même si les gens viennent payer, le quartier dit c'est ce type de riz-là que nous voulons acheter. La ville dit c'est ce type de riz-là que nous voulons acheter. En d'autres termes, il a réussi à influencer tout le monde avec un produit. Alors, cette influence-là agit beaucoup positivement sur les gens. Ou bien, le fait d'agir positivement sur un grand individu fait de toi finalement un homme très très influent. Nous prenons certaines marques de voitures ont tellement influencé notre société que tout le monde veut l'avoir. C'est l'influence du créateur. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'on peut être riche en idées pour influencer ses collaborateurs, la masse d'hommes? Aujourd'hui, au cours de notre siècle, qui sont ceux qui sont en train de réussir? C'est ceux qui ont des idées innovantes. Bon, il y a des gens qui dirigent par des idées qu'ils ont acquises à l'école. Mais maintenant, il y a d'autres qui récupèrent ces idées académiques, ils font leurs propres idées et ils l'adaptent aux situations. Et tout le monde les applaudit. Je pense que ces gens-là réussissent beaucoup plus. Aujourd'hui, de nos jours, ou bien de nos jours, nous avons un nouveau phénomène, le phénomène de consultation, les cabinets de consultation en idée. Vous avez une vision, vous voyez un cabinet, il change la vision en projet, et puis il suit le projet jusqu'à sa réalisation. Si vous avez un conseil, il vous donne les conseils. Ce qui est différent de la manière classique dont les gens opéraient. Ils ont une idée, eux-mêmes ils font tout pour que l'idée se réalise en changeant ça en projet, en planifiant ça à leur manière. Or, il y a des procédés comment scientifiques, l'étude du marché par exemple, vérifier si le projet pourra aboutir, que tu ne connais pas peut-être, et qu'un consultant connaît et qu'il peut faire à ta place. Le travail de consultation peut aller de loin en vous suivant dans la vie, en vous donnant des conseils. Et par exemple, dans la réalisation de vos projets, vous avez les ressources humaines à côté de vous. Et là où il y a les hommes, des conflits vont naître. Alors, comment vous résolvez ces conflits-là? Est-ce que c'est avec la manière qu'un père de famille résout les problèmes avec ses enfants à la maison? Ou bien une maman résout les problèmes avec ses enfants? Non. La résolution des conflits est une science
Et il y a des méthodes scientifiques de résolution que ces experts la connaissent, que les consultants connaissent. Et donc, vous avez nécessairement besoin des gens qui ont la richesse mentale et que très souvent on appelle des consultants. Est-ce que dans vos contacts avec les ressources humaines ou bien les entreprises, est-ce que vous arrivez de remarquer que tel type de personnes rassemble à la fois la richesse physique, la richesse mentale, la richesse spirituelle, la richesse sociale, la richesse d'influence et la richesse en idées? Généralement, il y a toujours un manquant. Il y a toujours un manquant. Les gens ne sont pas équilibrés de part de l'éducation. Il y a des gens qui, par exemple, ont grandi en héritant. Ils ont la richesse matérielle. Et tout de suite, n'ont pas la richesse émotionnelle. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas de l'argent sont des serpillères sur lesquels on doit marcher. Donc celui-là, par exemple, même les gens qu'il recrute pour travailler avec lui, il les considère comme des objets. Il les traite comme des objets. Donc, le problème de ce type de personnes-là, c'est que quoi? Ils ont une richesse matérielle, mais ils n'ont pas la richesse émotionnelle, c'est-à-dire la richesse du cœur. Ça arrive aussi que la personne n'a même pas la richesse spirituelle. Et quand il n'a pas la richesse spirituelle, il s'en fout d'un créateur. Si quelqu'un meurt ou pas, ce n'est pas son problème. Si la personne n'a pas la richesse spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas un Dieu sur lequel, ou bien il n'a pas un Dieu comme une référence pour prendre des décisions de la manière dont il traite les autres, vous allez voir qu'il peut même aller jusqu'à tuer les gens. Il n'a pas de conscience. Vous n'avez pas de conscience quand vous n'avez pas la richesse spirituelle. À présent que nous avons vu ces différents types de richesses, docteur, je voulais savoir quelle est la plus importante richesse dont a besoin l'être humain. Je ne pense pas qu'il y a une richesse plus importante. Vous savez que les besoins de l'homme varient. Quelqu'un qui a des besoins physiologiques et qui n'arrive pas à satisfaire ces besoins-là, il n'arrive pas à s'habiller, il n'arrive pas à bien manger. Comment pouvez-vous lui parler des besoins d'assurance, c'est-à-dire que aller dans des grands hôpitaux pour se faire soigner parce qu'il y a une assurance, parce que son salaire ne lui permet même pas d'avoir les besoins élémentaires, les besoins physiologiques, habillement, logement. Donc, le type d'individu que vous avez en face de vous va déterminer le type de besoin en matière de richesse. Il y a des gens qui ont hérité ou bien qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent. Là, ils ont la richesse matérielle, mais très souvent, qui n'ont pas la richesse mentale. Et refusent aussi de faire appel aux consultants. Avec le temps, ils finissent par tout perdre. Il y a des gens qui ont la richesse matérielle, ils ont la richesse mentale, mais n'ont pas de cœur. Ils n'ont aucun Dieu, ils n'ont même pas de conscience, ils n'ont pas de cœur. Ces gens-là finissent toujours très, très, très orgueilleux. Et donc, c'est une balance. L'homme est un tout. Ce n'est pas comme il y a quelque chose sur M. Condon ou bien il y a quelque chose sur une autre personne que je vais prendre dès que j'aurai besoin. Vous-même là, vous êtes esprit, vous avez un mental, vous avez un corps et vous avez un cœur. Tout est en vous et il faut chercher la richesse du corps, la bonne santé, la richesse de votre mental, c'est-à-dire les connaissances et la sagesse qui sort de vous, la richesse du cœur, c'est-à-dire vos relations émotionnelles, comment vous allez
vous relatez avec les autres et la richesse de l'esprit, la conscience, ou mieux encore, comment vous relatez avec votre Créateur. Mais dans la société, il y a une remarque, un constat. Tout le monde court après la richesse matérielle. Que dites-vous? Mais vous savez, vous prenez un homme, chaque fois qu'il y a un stimulant, chaque fois qu'il y a une souffrance, ça vient toujours d'un besoin. C'est le besoin qui crée le problème. Alors ça devient quoi? Le stimulant. Le besoin de quelque chose vous met dans une souffrance. Et quand vous poussez le raisonnement, vous avez une idée pour devenir une solution à cette souffrance-là. Et les gens sont plus dans cette logique. C'est-à-dire quand je me lève aujourd'hui, j'ai un besoin. Comment je dois faire pour résoudre ce besoin-là? Et ce besoin est très souvent d'ordre matériel. C'est ce qui fait que les gens pensent que c'est l'argent qui est le plus important. Parce que les stimulants comme base d'une idée sont là tous les jours autour de nous. Mais quand vous finissez d'acquérir la richesse matérielle, par exemple, et que vous vous rendez compte que vous ne relatez avec personne, vous avez des problèmes avec votre époux ou bien votre épouse, vous avez des problèmes avec vos enfants, vous avez des problèmes avec les gens de la communauté, là, c'est aussi un stimulant. C'est là où vous allez commencer par penser que je dois harmoniser mes relations avec les autres. Mais très souvent, ceux qui ont des richesses matérielles ont toujours pensé que c'est que les autres m'envient, c'est que les autres me jalousent, sans savoir que c'est leur comportement qui a entraîné ce genre de choses. Ce que vous dites, est-ce que ça peut donner une explication à la course effrénée qu'on remarque aujourd'hui dans la société, surtout de la part de la jeunesse? Vous savez, il y a aujourd'hui des affaires de trading. Tout le monde veut être riche. Je pense que la richesse suit un processus. La richesse ne vient pas spontanément. Bon, je prends un exemple banal. Vous êtes jeune et puis vous n'avez pas les moyens. C'est démontrer que les pauvres parlent plus d'argent. Quand vous êtes dans une communauté où il n'y a pas la richesse matérielle, si j'avais de l'argent, si mon père était riche, si mes parents avaient de l'argent, argent, dans tous les raisonnements, l'argent. Même si c'est un habit que quelqu'un a porté un peu cher, si j'avais de l'argent. Donc, les pauvres, leur premier langage, c'est argent. Maintenant, les riches parlent de belles choses. Une belle maison, une maison supplémentaire, comment accumuler cet argent-là? Accumuler plus le matériel. J'ai ça. Comment faire pour avoir une autre maison? Comment faire pour avoir une autre voiture? Comment accumuler l'argent pour la deuxième génération, troisième génération? Ils ne sont jamais satisfaits. Maintenant, les très riches, que l'anglais va appeler wealthy people, les très riches, ils parlent en termes de création de la richesse, en termes d'en avoir d'une manière extrême, donner des emplois aux gens qui viennent, comment faire pour être plus riche. Maintenant, nous allons parler de la richesse. Est-ce une fin en soi? La richesse, une fin en soi, de quelle richesse vous parlez? Si j'ai toute la richesse dans chaque département, mon corps est riche, je suis en bonne santé, mon cœur est riche, émotionnellement je vis en paix avec tout le monde. Mon esprit est riche, je suis en paix avec mon Dieu. Ainsi de suite, mon mental est riche parce que je connais beaucoup. Je suis un homme équilibré. Je suis en paix avec moi-même. Alors, si je prends un expert qui veut me tromper, je vais l'amener à l'ordre. Le fait de ne rien connaître dans un domaine spécifique et de se confier à quelqu'un, il parle, vous ne maîtrisez rien, la personne l'a fini. Toujours pas te contrôler. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, nos téléspectateurs, par rapport à l'acquisition de la richesse, quelle que soit la nature de cette richesse-là? Quel comportement devons-nous adopter? Dans chaque domaine, quand je prends le mental, je vais être riche mentalement, je dois acquérir des connaissances supplémentaires. Si je vois qu'autour de moi, je n'ai pas une bonne relation avec les autres,
je dois développer mon cœur en développant mes relations émotionnelles. 3. Si je n'ai pas une bonne conscience, la notion de bien et de mal ne se trouve pas très bien dans ma vie. Je n'ai pas une bonne conscience, c'est-à-dire le spirituel ne marche pas. Je dois chercher en développant une bonne relation avec mon Dieu. Je ne dois pas toujours me contenter de ce que j'étais. Toujours dans ta vie, il faut chercher là où ça ne va pas. Et où est-ce que ça ne va pas? Cherche à devenir riche dans ce domaine-là. Alors, je peux aussi noter que non, mes parents ont été pauvres. Mon grand-père a été pauvre, mon père a été pauvre. Moi aussi, je suis pauvre. C'est un stimulant. Je veux m'en sortir. Ce n'est pas la richesse matérielle qui vient de la richesse mentale, c'est-à-dire que j'ai une bonne mentalité, c'est dans mon mental que je développe une vision et c'est la réalisation de cette vision que je valorise. Quand je réalise la vision, il faut que je valorise ce que j'ai réalisé. C'est ça qui va me faire acquérir de l'argent. Si je me base sur ça seulement et que je suis déséquilibré dans les autres domaines, il faut savoir que je ne serai pas heureux. Voilà pourquoi les gens qui courent, un jour, ils s'empoisonnent ou bien ils se tuent, ils se suicident. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Quel esprit doit-on avoir pour avoir accès à la richesse? Si c'est une richesse matérielle, toute personne qui veut acquérir la richesse matérielle, tout dépend de votre vision dans la vie. Il y a des gens qui décident, depuis leur enfance, travailler dans l'administration. Il faut savoir que vous avez un salaire et qu'à la fin de votre vie, vous aurez l'argent de la retraite. Mais il y a des gens aussi qui débutent leur vie par une idée, ils veulent se prendre en charge. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui déterminent leur propre salaire. Et ces gens-là, c'est eux qui ont la plus grande chance de devenir très très riches. Alors, si vous prenez ces gens-là, ils débutent toujours par quoi? Il y a un stimulant et puis vous avez une idée que je peux être une solution à ce problème de la société. Alors, cette solution-là que vous voulez apporter, vous transformez ça sous forme d'une vision. Et cette vision-là, vous planifiez cela pour sa réalisation. Et dès que vous réalisez la vision, il faut valoriser cette vision-là. Les gens ont produit quelque chose qui n'ont pas de valeur. L'or n'a pas la même valeur que le diamant. Le diamant n'a pas la même valeur que l'argent. Les valeurs sont différentes. Alors, les gens sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas valoriser ce qu'ils ont. Je prends un exemple banal. Quand je me promène, je vois au bord de la route, là où on vend les choses de menuiserie. Et quand vous regardez un peu plus au fond, vous voyez tout de suite l'atelier de menuiserie là-bas. Donc la personne est à la fois producteur et vendeur. Vous achetez les meubles conformément aux besoins qu'il a dans la journée. Quand il n'a rien, les meubles de 200 000 francs, il peut te les donner à 20 000 francs pour pouvoir trouver à manger. 2 ans après, vous voulez acheter les mêmes meubles, vous venez là-bas, vous ne le trouvez pas. Il n'y a même aucune marque sur le meuble qu'il a fabriqué. Alors je réfléchis, j'ai dit, mais pourquoi les gens là ne peuvent pas fabriquer les meubles, les lits quelque part, et qu'une autre personne vient les ramasser pour exposer dans une boutique? Et on met un prix standard. Et cette manière de voir les choses, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de valoriser ce qu'ils ont. Vous prenez aujourd'hui nos artistes. Ils ont de très belles productions. Les artistes chantent bien. Tu sens que la personne a des talents. Mais il est résumé à faire quoi? À chanter au cours des funérailles. À la fin, on te glisse quelques 10 000 ou bien 15 000 francs dans la poche. Alors que sous d'autres cieux, pour inviter un artiste, tu dois avoir un manager qui te réclame au moins 2 à 3 millions pour 30 minutes ou bien 1 heure de temps de prestation. Mais au bord de la route, tu vas les voir ici piluler, prenant 15 000 par ici, 25 000 par là, pour faire une prestation.
L'essentiel, c'est de trouver quelque chose pour le pain quotidien. Donc, vous allez découvrir que les gens n'arrivent pas à valoriser ce qu'ils ont. Et cette non-valorisation-là fait des gens pauvres. Vous prenez un autre domaine, les domaines de sport. Il y a une génération qui avait servi. Nous tous, on était contents d'eux. Et qui sont maintenant au 3e âge, en train de vivre dans la précarité, le pain quotidien, même si avec difficulté. Mais il y a une autre génération, ils disent, si nous ne prenons pas tel montant, on ne joue pas. Eux, ils sont à l'aise maintenant. Pourquoi? Ils ont toujours valorisé leurs dons et leurs talents. Alors, tout ce que tu as dans la vie, il faut savoir que c'est la valeur que tu mets sur la chose qui va te faire rapporter de l'argent. Alors, si je prends, bon, c'est une publicité gratuite, comme nous l'avons. Vous allez voir que on met marque là-dessus. Quand j'achète, et cette marque-là, c'est comme ça qu'on le vend partout. Est-ce que vous voyez? Vous allez à part vous trouver la même eau dans des plastiques avec un meilleur goût. Et ça là, ça ne mérite ou bien ça n'a pas les mêmes valeurs. Parce que quoi? Quand on dit vortique, mon cœur saute. Parce que ça a fait ses expériences. De l'autre côté, l'autre n'a pas fait ses expériences. Maintenant, nos produits locaux. Aujourd'hui, j'ai constaté que les tailleurs ont commencé par se valoriser. Je vois beaucoup de tailleurs, de couturières maintenant qui mettent quoi? Leur marque dans l'habit qu'ils sont en train de coudre. Les gens viennent ramasser ça, mettre dans les boutiques pour vendre. D'autres personnes l'exportent. Et c'est comme ça qu'eux aussi pourront avoir de l'argent. Ainsi de suite. Mais la valorisation de ce que tu produis va te faire acquérir de la richesse matérielle. Ce n'est pas la production qui donne la richesse, c'est comment valoriser ce que tu as produit. La dernière ligne droite de notre thème, la richesse et son pouvoir, est le pouvoir de la richesse. Oui. C'est quoi le pouvoir de la richesse? Je vais répondre par un livre de croyance, la Bible. La Bible dit, l'argent répond à tout. Un point trait. Alors, je prends l'idée de là. Vous allez voir que nous vivons dans une société, que vous le voudrez ou pas, celui qui a la richesse matérielle influence. Aux États-Unis, les Juifs influencent beaucoup la politique américaine et même en Europe. Pourquoi? Ils ont de l'argent. Vous avez une très belle idée, vous voulez débuter une entreprise. Sans argent, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi le ministère du Développement, à la base, est à saluer. Il est en train d'aider les gens. Donc, il y a certains domaines, vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas réussir. Salomon a fini par dire que quoi? L'argent répond à tout. Et si vous ne l'avez pas, vous avez des limites et des limitations dans la vie. Si l'argent répond à tout, cela veut dire que la richesse matérielle a un poids dans le vécu quotidien des humains. Selon vous, comment faire pour acquérir la richesse matérielle? J'ai un peu parlé de cela, que scientifiquement, la richesse débute par une mentalité. Il y a un stimulant. Je prends une zone. J'habite dans une zone, j'ai constaté que les gens de ma localité doivent faire 10-15 km pour aller chercher du riz au grand marché. Donc c'est un besoin, c'est un stimulant. Et cette souffrance-là, marcher, ou bien souffrir pour aller jusqu'au grand marché, j'ai dit que bon, j'ai eu une vision de faire un dépôt dans mon quartier. Alors, vous devenez une solution pour les gens du quartier qui ne seront plus obligés de faire le déplacement. Et ils ne vont pas venir ramasser les riz les mains vides. Ils vont venir acheter les riz. Et parce que vous avez un marché rapidement, vous venez déposer, ils achètent, vous venez reprendre, vous déposez, ils achètent, rapidement, vous aussi, vous devenez riche. Mais tout le monde va dire, c'est à cause du monsieur là, c'est à cause de la boutique là, que nous ne faisons plus beaucoup de distance pour acquérir du riz.
Donc c'est la résolution d'un problème. Même un philanthrope, vous étudiez les ONG qui luttent contre la pauvreté, qui deviennent plus riches que les pauvres. Vous avez déjà étudié le phénomène? Est-ce que vous me comprenez? Nous créons une ONG pour combattre la pauvreté et nous-mêmes nous devenons riches. Pourquoi? Chaque fois que vous êtes une solution à un problème de la société, l'argent court derrière vous. Il ne faut jamais avoir la vision de l'argent. Il ne faut jamais avoir la richesse, la vision de la richesse matérielle. Non, 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 non. Il faut avoir la vision d'être au service de l'humanité mourant. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quand vous êtes une solution pour un problème dans la localité, dans la communauté, l'argent va courir derrière vous. Pour terminer, quelle est la place de l'éducation dans l'acquisition de la richesse matérielle? L'éducation, vous savez, dans nos localités, d'une manière classique, les gens sont toujours riches sans l'éducation académique. Mais l'éducation académique vient aider les enfants des gens là, cette nouvelle génération, à mieux gérer ce qu'ils ont acquis sans aller à l'école. À telle enseigne que dans nos localités, les gens pensent que la richesse, c'est familial, la richesse, c'est un esprit qui donne. Il y a toute une superstition autour de la richesse matérielle. Mais en réalité, je pense qu'il suffit d'avoir un bon mental. Il faut changer ton système de croyance. Qu'est-ce que vous avez acquis dans votre mental qui vous gêne? Il y a des gens qui ont acquis et ils ont accumulé dans leur mental beaucoup de principes, beaucoup de préceptes, beaucoup de concepts, beaucoup de dogmes qui sont un blocage à l'argent. Nous, dans notre famille, l'argent n'est pas notre héritage, ou bien l'argent n'est pas notre portion. Nous ne devons pas construire des maisons. Dans notre localité, ce type de choses ne sont pas pour nous. Ainsi de suite. Ce type de commerce-là, c'est pour les gens de telle ou de telle localité. Créer une entreprise, ce n'est pas pour nous. Je suis façonné depuis mon enfance à travailler dans l'administration. Et donc tout le monde qui veut créer sa chose-là, on le voit d'un mauvais œil. Aujourd'hui, beaucoup de mes compatriotes préfèrent voir leurs enfants dans un grand immeuble, sans grand salaire, que de voir l'enfant débuter avec 0 francs, quelque chose à la maison, une boutique à la un petit bureau au bord de la route quelque part. Même les parents vont dire, j'ai perdu de l'argent, j'ai mis l'argent dans son éducation jusqu'au master. Et regarde ce qu'il fait comme emploi. Or, c'est en débutant peu une entreprise qu'on parvient un jour à une grande entreprise. Donc l'éducation, notre localité, comment nous réfléchissons, fait que quoi? Nous décourageons tout de suite une jeunesse qui débute à néant. C'est comme il y a un ami après l'université qui cherchait des graines de lettuce et allait à la plage. Et des fois, il me rendait visite. Et puis, il est allé à la plage pour semer du lettuce que les gens viennent acheter plus tard pour faire la salade. Après son diplôme d'agronomie. Et il me faisait pitié. Donc, vous n'avez trouvé aucun grand travail. Aujourd'hui, il est plus riche que les grands agronomes que je connais. Il a évité
la fonction publique, il a créé sa propre chose. Et puis, avec tâtonnement, une banque l'a accompagné finalement. Et aujourd'hui, il est une des personnes riches ou bien très riches de ma promotion et qui fait des merveilles en employant beaucoup des jeunes de sa génération. Donc, définitivement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu un moyen pour avoir de l'argent, c'est d'être dans tout secteur ou bien travailler dans une organisation internationale. Ça, c'est le plus grand. Mais moi, je pense que nous devons courir derrière la création de la richesse, c'est-à-dire créer une entreprise, créer des cabinets, créer des choses pour nous employer nous-mêmes. Merci, docteur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de clôturer, votre dernier message. La richesse, il ne faut pas être déséquilibré dans la vie. Il faut que la balance de notre vie soit une balance équilibrée. Il faut être la somme de toutes ces richesses. La richesse mentale, la richesse du corps, c'est-à-dire la bonne santé, la richesse émotionnelle, c'est-à-dire notre vie sociale, la richesse spirituelle, notre relation avec notre Dieu, l'influence et l'impact que nous avons autour de nous, que la somme de tout ça là fasse de nous un homme riche. Et la société va nous regretter même après notre mort. Ainsi prend fin le numéro de idées de ce jour. Merci à vous, l'équipe technique. Melka en tête. Vous qui avez œuvré pour que nos chers téléspectateurs de par le monde reçoivent l'activité en images et en son. Chers téléspectateurs, merci une fois encore pour votre fidélité à ID. La semaine prochaine, la télévision togolaise ne ménagera aucun effort pour vous apporter un nouveau thème. D'ici là,